Bonjour à tous. Julien Nicolas, directeur numérique du groupe SNCF. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous parler de la transformation numérique SNCF et des convictions qui nous guident et notamment de ce qui nous guide autour de la data. Je tiens à remercier la mêlée numérique, évidemment, de me donner cette opportunité de partager ces convictions avec vous. Et puis toute la semaine, le groupe a été présent puisqu'on a été sur plusieurs tables rondes, on a un stand et donc voilà, j'espère que vous avez pu voir des choses intéressantes avec nos collaborateurs. Avant toute chose, je voudrais juste resituer dans quoi s'inscrit notre transformation numérique. On a un grand objectif à la SNCF, c'est évidemment de développer le train et de faire venir plus de voyageurs vers le train. Et on est encore plus motivé qu'avant puisqu'on pense qu'on est une partie de la solution face aux problèmes climatiques que nous rencontrons aujourd'hui. Et donc notre objectif, c'est de doubler la part modale du train. Aujourd'hui, elle est de 10%, et vous avez plus de 80% en voiture, par exemple. Et donc, c'est de doubler cette part. Et pour être très clair, c'est de faire venir des personnes de leur voiture vers le mode ferroviaire. Le deuxième point, c'est que la transformation numérique, qui est là pour donc servir ce grand objectif, elle est perpétuelle à la SNCF et elle ne date pas d'aujourd'hui. La transformation, elle a commencé il y a de nombreuses années. Maintenant, ça ne me rajeunit pas, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle a commencé. Par exemple, le site voyagesncf.com, devenu Oui SNCF, a été lancé en 2000. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un des tout premiers sites de e-commerce français. Et ça a été la première vraie transformation de SNCF qui s'est mis face à ses clients et qui a été à un moment un moteur du e-commerce, notamment par la confiance qu'il y avait dans la marque SNCF. Et je vais revenir sur cette conviction de confiance. Alors, dans les convictions que je voulais échanger avec vous sur la transformation numérique, il y a d'abord évidemment l'humain. L'humain, il est au cœur de notre transformation numérique. Il est au cœur du groupe. Tout ce que je vous ai dit sur nos activités, ça ne se fait pas sans humain. L'humain, il est au cœur de la performance à la SNCF. On doit atteindre des objectifs ambitieux de service, de production industrielle, de satisfaction client, et on a un engagement évidemment de nos salariés, de nos collaborateurs, et c'est la condition sine qua non du succès. L'humain, il a cette place centrale, comme partout, mais il est évidemment particulier, j'ai envie de dire, à la SNCF, puisque je vais vous redonner quelques chiffres, c'est 270 000 collaborateurs sur 120 pays. Et évidemment, il faut arriver à tirer 270 000 collaborateurs. Il faut arriver à les embarquer dans l'histoire. Et quand on parle de transformation et de transformation numérique, il faut arriver à embarquer nos collaborateurs. Ces 270 000 collaborateurs, ils travaillent à la maintenance de 30 000 km de voies, ils travaillent à faire circuler 17 000 trains par jour, ils travaillent à faire voyager en France plus de 4 millions de voyageurs chaque jour. Et le numérique sert tout ça. Et donc à la SNCF, vous êtes un peu en terre d'innovation, j'ai envie de dire, parce que quand je vous ai parlé de ce nombre de trains, de ce nombre de 5 km de voies, pour faire marcher tout ça, il y a du numérique derrière. Il y a de la connectivité. Et donc ça fait longtemps que la SNCF travaille évidemment tous ces aspects-là. Alors comment on accompagne ces collaborateurs ? Je vous l'ai dit, la transformation a commencé il y a très longtemps. Elle a commencé d'abord en fait très focalisée sur les clients, c'est vrai, et je vous en ai parlé avec le lancement par exemple de nos sites de e-commerce. Et donc, on a voulu ensuite, pour qu'il n'y ait pas de fracture, démocratiser l'usage des outils digitaux simples et opérants pour tous nos collaborateurs. Et ça a commencé avec quelque chose de tout bête, c'est-à-dire qu'il fallait que nos collaborateurs aient une adresse email. Et oui, ça paraît un peu bizarre pour certains. Mais quand vous êtes sur le terrain, quand vous n'avez pas une position dans un bureau, dans le tertiaire, vous n'aviez pas forcément d'adresse email. Et donc, on a déployé en 2015, ça fait plus de 5 ans maintenant, une adresse pour tout le monde. Voilà, je vous disais, ça paraît tout bête, mais sans ça, comment embarquer tout le monde dans le numérique et toutes nos équipes ? Le deuxième point qu'on a pris, c'est qu'il fallait aussi que nos collaborateurs soient confrontés à la même chose que les clients. Je vous ai parlé par exemple du site Oui SNCF. Les collaborateurs SNCF, pour réserver des billets de train pour eux, parce qu'ils sont cheminots, que ce soit pour leur vie personnelle ou dans le cadre professionnel, avaient une autre interface. Et donc n'étaient pas confrontés à ce que vivaient les clients. Et donc on a décidé de passer cette interface
sur le site de e-commerce. Alors, il y a une entrée spéciale avec un mot de passe qui permet de vous identifier comme étant un collaborateur de l'entreprise. Mais vous avez aujourd'hui la même descente, les mêmes écrans que les collaborateurs, que les salariés, que les clients, pardon. Et ça permet à nos collaborateurs de comprendre la réalité de ce que vivent nos clients et donc de pouvoir mieux comprendre ce qu'on leur dit quand ensuite ils sont face à eux, dans une gare, dans un train, et de pouvoir les accompagner. Ça, c'était un peu les points de départ, c'était de dire outiller le maximum de nos collaborateurs, leur faire vivre ce que vivent les clients, pour qu'ils voient la réalité de l'entreprise. Et puis, évidemment, ensuite, c'était de leur donner plein d'outils. Et en 2019, on a beaucoup accéléré, avec notamment Office 365. On avait déployé Teams, on avait déployé SharePoint, Flow, pour développer cette intelligence collective. Mais pour ça, il fallait de la formation. Et donc, à la SNCF, la formation est très importante. Elle est ancrée dans ses priorités numériques depuis de nombreuses années. Et on a développé en fait une école numérique en 2017 pour accompagner nos agents, pour les former, pour les aider. Parce que c'est difficile aussi des fois de dire qu'on est en difficulté face au numérique, mais la réalité, vous le savez, c'est que le numérique est très complexe. Et donc, on a décidé d'avoir cette école numérique. Et cette école numérique, elle travaille pour nos agents, donc aider à monter en compétences sur tous ces outils, parce qu'aujourd'hui, dans quasiment toutes nos opérations industrielles, le numérique est présent. Je vous le disais, aujourd'hui, même quand vous êtes à bord d'un train, quand on contrôle vos tickets, on est équipé de smartphones, on a des applications. Donc tout ça, c'est déployé à très grande échelle. Donc on accompagne nos collaborateurs. On leur donne une couche, au-delà de juste l'utilisation des applications, de connaissance du numérique. Comment tout ça fonctionne? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? Et puis, on a créé un label dirigeant, c'est-à-dire que notre école du numérique forme tous les dirigeants de l'entreprise, tous les dirigeants et les cadres supérieurs, parce que aussi, en fonction de votre métier, vous n'êtes pas forcément un dirigeant qui connaît le numérique. Et si vous voulez que cette transformation soit portée par chacun, portée auprès des agents, on a décidé de former donc tous nos dirigeants. Et donc, ils ont des modules qui ont été écrits par des experts. On a des modules en AR/VR, on a des modules en data, on a des modules en DevOps, en Build and Run, sur tout un tas de choses. Et tous les dirigeants passent ces modules-là, ont des tests et ont un label dirigeant du numérique. Et ça nous permet vraiment de faire monter le niveau de compétence global, de la bonne compréhension d'une transformation numérique dans un groupe comme le nôtre. Enfin, la crise sanitaire, bien sûr, vous l'avez tous vécu, un accélérateur absolument incroyable. Je vous donne pareil quelques chiffres. Voilà, nous, en un mois, on a dû passer, par exemple, de 15 000 collaborateurs sur Teams à 90 000. Donc là, on a des passages à l'échelle absolument énormes. Et donc, évidemment, ça a été un effort très important, comme dans la plupart des sociétés, petites ou grandes, mais qui, aujourd'hui, du coup, nous a permis de passer un nouveau cap et nous a donné probablement un gain de 2-3 ans sur le numérique, comme d'ailleurs ça a pu être fait dans le e-commerce. Enfin, sur la formation, je finis là-dessus, mais je vous l'ai dit, c'est très important parce que je rappelle, il y a 270 000 collaborateurs et donc la transformation, elle passe avant tout par là, arriver à tirer l'ensemble des collaborateurs sur le numérique. On a lancé un plan de formation de reconversion de nos agents. Le numérique offre plein de possibilités, offre plein de nouveaux métiers, nous permet de lancer des nouvelles offres, mais le numérique change aussi des métiers, et il y a des métiers qui disparaissent. Or, sur ces métiers qui disparaissent, on souhaite proposer à nos agents des reconversions et les positionner sur le numérique, qui sont les métiers de demain. Et donc, on identifie des agents, et on a un programme de formation très fort, avec un gros investissement de l'entreprise, vraiment sur plusieurs mois, plusieurs années, pour former des agents sur des langages de programmation web et mobile, sur aussi des plateformes low-code pour lancer des petites applications et permettre du coup à des agents d'obtenir un diplôme équivalent Bac+2 qui lui assure une évolution professionnelle et qui lui permet de se positionner sur des métiers du numérique chez nous. Donc ça, c'est vraiment important et c'est un élément essentiel de notre transformation à venir. Alors pour aller plus loin sur ce volet humain, on est évidemment dans une approche de réciprocité, de symétrie des attentions. On doit avoir un niveau d'exigence très très fort d'accessibilité pour notre personnel, je vous l'ai dit.
Et du coup, je peux vous donner peut-être aussi 2 exemples qui sont intéressants. Euh, c'est aussi qu'on écoute le personnel. Et par exemple, on a vu que nos agents avaient créé des applications directement. Un conducteur, par exemple, a créé une application qui permet aujourd'hui à plus de 13 000 de ses collègues de partager leur planning, de s'entraider. Vous savez, on dit qu'on découche, c'est-à-dire que quand on est conducteur et qu'on opère des trajets en train, voilà, vous allez par exemple aller de Paris à Toulouse et puis passer 2 nuits à Toulouse. Ça leur permet, ce planning, de savoir avec qui ils vont être. Et c'est intéressant dans leur vie professionnelle et aussi dans leur moment de partage personnel. Ça leur permet, à la base, ils l'avaient fait aussi pour partager avec leur famille, pour dire voilà, je suis là à tel moment, pour comprendre, pour suivre les prises d'heures de service, etc. Et pourtant, on avait des outils à la SNCF qui faisaient ça, hein, mais ils ont créé un outil qui leur correspondait plus. Et donc, on a pris le parti de les accompagner et d'accompagner ce développement. Et aujourd'hui, on cherche à les aider pour qu'en fait, cette application devienne l'application de la maison pour ces cas-là. Un autre point aussi qu'on a vu, c'est des agents ont été à l'initiative d'une application qui a permis de réduire drastiquement les sources d'erreurs lors de réparations délicates. De la même façon, quand on voit des innovations comme ça qui se passent en région, on essaye de les accompagner pour les déployer partout. Enfin, sur l'humain, on travaille évidemment l'inclusivité, l'accessibilité. On veille à ce que personne reste à quai et donc on travaille sur plusieurs dimensions. Et là, pareil, je peux vous donner des exemples concrets. On a participé au programme de réduction de fractures numériques interentreprises qui a été lancé par Cédric O en 2020 et notamment avec l'écosystème Occitanie-Rhinoc. Vous avez peut-être participé à une table ronde lundi sur l'entreprise, l'inclusion numérique, où Sonia Ekech, chez nous, une spécialiste du design et de l'accessibilité, a présenté cette démarche. Et pour nous, c'était important, ça a permis d'aboutir à 2 livrables. En fait, c'est la réalisation d'un diagnostic qui permet de voir quel est le niveau des collaborateurs qui sont éloignés du numérique, avec des préconisations de solutions, comment on doit les accompagner, comment on peut leur faire un kit pour les remettre à bord du numérique. Et donc, ce travail est un exemple qui est important pour nous. C'est vraiment d'aider, d'accompagner nos collaborateurs parce que ces transformations sont des fois impressionnantes. Toujours au service de la réduction de la fracture numérique, quelque chose de beaucoup plus technique, on a une filiale qui s'appelle Terre Alpha. On a des fibres optiques le long des voies. Et ces fibres optiques, on les utilise pour les besoins de la SNCF, pour nos besoins industriels. Mais il restait pas mal de bandes passantes. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas utiliser ça. Et donc, on a créé une filiale qui vend et qui met à disposition et qui permet, parce que les lignes de train sont très droites, par exemple, d'avoir des temps de latence très très courts et vous pouvez faire en moins de 7 millisecondes un Paris-Lille. Et ça nous permet aussi, ces liaisons, d'amener du coup du très haut débit, de participer à l'inclusion de l'ensemble des territoires, puisqu'évidemment on maille tout le territoire avec notre réseau. Enfin, je finirai là-dessus sur l'humain. On a participé aussi avec une start-up Lumine et les 574. Alors 574, je redis juste un mot, pardon, là-dessus. C'est nos maisons digitales en région, j'y reviendrai. Ça s'appelle 574 parce que c'est le record de vitesse du TGV. Et je vais y revenir dans une seconde, mais c'est des structures qu'on a mis en région justement pour travailler avec l'écosystème. Et donc, avec une start-up Lumine et le centre monument des monuments nationaux, on a voulu mettre en valeur le patrimoine ferroviaire et par exemple en Occitanie, de le rendre accessible à tous. Et en fait, c'était vraiment intéressant, c'était de faire un voyage en réalité virtuelle, notamment avec le train jaune, et de mettre à disposition ces éléments de réalité virtuelle dans des thérapies non médicamenteuses pour des résidents en EHPAD. Et ça fait partie aussi du rôle social de la SNCF, de voir comment on peut, par les technologies qu'on a, par l'empreinte qu'on a sur le patrimoine et le territoire, faire rayonner et servir le plus grand nombre. Donc ça, c'était notre première conviction, c'est que notre transformation numérique, elle ne se fait pas sans l'humain. Et chez nous, c'est extrêmement important d'arriver à attirer l'ensemble de ses collaborateurs. La deuxième conviction, et j'ai commencé à en parler, c'est l'innovation dans les territoires, parce qu'on veut se nourrir de tous ces écosystèmes innovants, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on est avec vous aujourd'hui. Je l'ai dit, pour accompagner cette transformation, on a des 574. Donc en fait, c'est une structure qu'on a mis dans plusieurs régions, qui fait donc référence à ce record de vitesse de TGV.
Et donc, en fait, on a un 574 à Nantes, on en a un à Lyon, à Marseille, à Toulouse ou à Lille. Et ils ont pour objectif de nourrir l'innovation environnante, à la fois de partager ce que le groupe SNCF fait, et à la fois de se nourrir de start-up. J'en avais par exemple cité une, pour s'améliorer, pour s'accélérer, pour identifier des bonnes pratiques aussi en région, qu'ensuite on peut passer à l'échelle au niveau national. Et on travaille beaucoup sur l'IoT, sur la réalité virtuelle, sur les drones, sur les jumeaux numériques. Vous savez, par exemple, numériser nos infrastructures, le réseau, les gares, qui nous permet ensuite de travailler à distance, de faire de la maintenance et d'améliorer notre performance. Et donc, cette immersion dans les territoires, elle favorise clairement les interactions avec les startups, avec les entreprises aussi de la région qui possèdent une technologie ou des produits intéressants. Par exemple, le 574 à Lyon met en œuvre des projets numériques avec EDF, Bosch, Volvo. Ici, on travaille avec Airbus ou le CNES. J'étais hier d'ailleurs dans un échange sur la data avec Airbus. Et pour nous, c'est important parce que tout ne se passe pas à Paris, fort heureusement, parce qu'on est cette entreprise avec cette empreinte sur l'ensemble du territoire. Et on voulait que ce numérique irrigue à la fois tous les territoires et nous-mêmes nous nourrir de ce qui est fait un petit peu partout en France. Donc ça, c'est notre deuxième conviction qui guide notre transformation, c'est qu'on doit le faire sur l'ensemble de nos territoires, et c'est la raison pour laquelle on a mis de l'investissement et on est allé mettre cette présence en région, et je salue les équipes ici de Toulouse. Enfin, le dernier point, et c'est un des thèmes de la journée, c'est autour de la data, et nous, notre conviction autour de ça, c'est la confiance. Sans confiance, on ne pourra pas valoriser comme on le souhaite l'ensemble de notre data. Je vous ai parlé tout à l'heure de Oui SNCF. Souvent, les Français de ma génération, la première fois qu'ils ont mis une carte bleue sur Internet, c'était sur voyagesncf.com, parce que c'était le site de la SNCF. Parce qu'il y avait cette confiance. Et on se disait, là, je risque rien, ou si j'ai un problème, je trouverai toujours quelqu'un dans une gare qui pourra m'aider. Et donc, pour nous, le sujet de la confiance, il est absolument primordial. Et dans l'utilisation de la data, on veut aussi donc donner confiance et montrer toute l'éthique, l'utilisation qu'on a de ces data. Pour les mettre au service des décisions du pilotage de l'entreprise, il faut qu'on arrive à gagner cette confiance et qu'on ait, nous, une responsabilité dans l'utilisation de cette data. Donc, dans évidemment la responsabilité, il y a l'application, par exemple, du RGPD, bien sûr. Il y a l'explication de ce qu'on va faire, que ce soit à nos collaborateurs ou aux clients, des data. Aujourd'hui, sur nos applications, on peut vous demander de vous géolocaliser. Ce n'est pas pour vendre cette géolocalisation, c'est pour vous apporter un service supplémentaire sur les modes de transport qui sont autour de vous, pour vous donner de l'information en temps réel s'il y avait un incident et vous proposer un autre trajet, ou pour pouvoir vous pousser aussi de manière proactive les trajets qui sont les plus intéressants pour vous, vous dire quand partir. Mais pour ça, il faut cette confiance. Et donc, on continue de le travailler fortement à la SNCF pour que les clients aient envie de partager cette data avec nous, parce qu'ils sauront que ça les sert, mais que nous ne l'utiliserons pas à d'autres fins. Donc ça, c'est absolument essentiel. C'est très important. Et c'est des sujets, je pense, qui vont continuer de se développer. L'éthique autour de la data avec tout ce qu'on capte. Aujourd'hui, on a aussi de plus en plus de vidéos. Vous le voyez, c'est vrai partout. C'est vrai à la SNCF. La vidéo nous permet de gérer des flux. La vidéo permet de faire de la sécurité. La vidéo permet de repérer des incidents. Et donc, toute la responsabilité de la gestion de ces vidéos est extrêmement importante. Et il faut beaucoup de transparence pour avoir la confiance, évidemment, de nos clients et des Français. Le deuxième point sur la data, c'est évidemment un côté plus industriel. C'est que nous, ça peut vraiment nous aider à améliorer notre performance industrielle, donc à proposer plus d'offres, à améliorer nos services, à nous améliorer sur les incidents ou ce qui peut causer, par exemple, des retards. Et donc, avec l'IoT, aujourd'hui, nous, je vous ai dit, on a 30 000 km de réseau, on a 12 millions de mètres carrés de bâtiments industriels et tertiaires, on a 1500 rames de TGV, de Transilien, de TER, on a 3000 gares. Donc, on a des enjeux de maintenance qui sont absolument colossaux. Et donc, évidemment,
tous ces capteurs peuvent nous aider à nous améliorer. Et là, pareil, plutôt que des grands concepts, je voulais vous donner plutôt quelques illustrations concrètes. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Avisé, enfin, le nom peu importe, qui permet de mettre des capteurs sur des trains corail. Aujourd'hui, des intercités, et certains trains, par exemple, viennent jusqu'à Toulouse, il n'y a pas de capteur. Enfin, vous ne savez pas si les portes sont fermées ou pas fermées. Et donc, tous les contrôleurs, avant le départ du train, doivent vérifier que les portes sont bien fermées. Le fait de mettre des capteurs nous permet évidemment de savoir tout de suite si la porte est bien fermée ou pas, s'il y a un dysfonctionnement. S'il y a un dysfonctionnement, il y a un SMS qui est envoyé automatiquement au contrôleur et il peut se rendre sur la bonne porte pour vérifier et faire partir le train. Et tout ça aide à améliorer la régularité et à faire en sorte que les trains partent à l'heure. Chez nous, on dit H00, c'est que le train part à l'heure. Le deuxième projet, par exemple, qui est en cours de déploiement, c'est Info Accès. Une autre cause de retard importante, c'est les chocs de faune, de taper des sangliers notamment. Et donc, on a une sécurisation du réseau avec des portails. Et là, pareil, en mettant des capteurs, on sait si les portails sont ouverts, pas ouverts, abîmés, pas abîmés. Et ça permet d'intervenir au bon endroit, en réactivité, sur nos 30 000 km de voies, de vérifier ce qui doit être fermé, pas fermé. Et donc, à nouveau, d'améliorer la régularité. Donc, derrière ça, derrière ces capteurs, derrière ces datas, il y a vraiment une amélioration pour le client qui est tangible sur le service que l'on peut rendre. Un dernier exemple, je finirai là-dessus, pareil, qui paraît tout bête, mais je vous ai parlé des gares. Aujourd'hui, on a des escaliers mécaniques partout en gare, d'avoir des capteurs qui indiquent automatiquement évidemment les escaliers mécaniques qui fonctionnent pas, permet de réduire le temps de détection, d'envoyer vite des équipes dessus et à nouveau d'améliorer finalement rapidement la qualité de service pour les usagers. Donc ça, c'est vraiment trois choses aujourd'hui qui nous guident. C'est l'humain, c'est les territoires et c'est l'utilisation de la data, mais avec cette confiance. Je finirai par un dernier élément qui rejoint la confiance dont je vous ai parlé, c'est la responsabilité. La responsabilité, je l'ai dit, sur la data, mais la responsabilité sur le numérique au global. On en parle de plus en plus, avec nos besoins impérieux de nous adapter au changement climatique et d'avoir des bonnes solutions. On pense que le train est une partie de la solution, parce qu'il est vertueux sur cet aspect-là et sur les émissions de CO2. Mais le train génère aussi, utilise des technologies, utilise du numérique, et on le sait, le numérique aujourd'hui génère aussi évidemment des émissions ou une certaine pollution. Et donc, dans l'utilisation aussi du numérique, on regarde cette responsabilité, on a un grand programme numérique responsable. Dans le déploiement de nouvelles technologies, par exemple la 5G, qui pour nous a un réel intérêt dans les centres industriels de maintenance, parce que justement, je reviens sur la data, ça nous permet de capter beaucoup de data très très vite, de la traiter au plus près du train, d'améliorer la maintenance et de repartir vite sur le circuit. Comment on déploie la 5G à son juste besoin pour être aussi vertueux sur cette partie numérique responsable. Enfin, on pense que le numérique peut aussi encore aider à améliorer notre empreinte avec tous les capteurs dont j'ai parlé, avec des bonnes mesures. Ça nous permet d'être plus efficaces, plus efficients dans nos opérations industrielles et donc d'émettre moins. Donc voilà, je vous ai dit aujourd'hui, nous on est guidés par l'humain. On est toujours guidés parce que c'est quelque chose d'important à la SNCF par notre présence dans les territoires, par la confiance qui nous permettra de maximiser notre data, et puis par cette responsabilité et d'utiliser le numérique avec une bonne responsabilité, une bonne éthique. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Julien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui.
Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, vous avez beaucoup parlé d'usages un peu qui sortent un peu de votre champ d'action primaire autour de la donnée. Vous avez donné l'exemple des visites virtuelles pour les EHPAD, voilà, des choses très intéressantes qui finalement ramènent le train dans le quotidien d'usagers peut-être passés et futurs. J'ai une question sur la manière dont vous utilisez la donnée vraiment au cœur de votre organisation et comment vous aidez vos collaborateurs à innover avec l'aide de la data. On sait que dans les grands groupes, souvent, c'est des process qui prennent très longtemps, qui prennent plusieurs années, alors que c'est un des moyens pour accélérer et innover encore plus vite. Et donc, est-ce que vous avez comme ça quelques petits exemples de projets très data-driven, quelque part, qui ont aidé vos collaborateurs et donc votre entreprise à se transformer par la data ? Oui, vous l'avez dit, c'est évidemment des sujets complexes dans des groupes de notre taille. Il y a vraiment deux sujets qui sont distincts. Il y a la data, on va dire, il y a la data, je vais dire, il y a un aspect client et un aspect industriel. Sur l'industriel, c'est de mettre les capteurs aux bons endroits, de trouver là où on fait des gains de process, des processus, des sauts de performance avec l'IoT, et donc de sélectionner vraiment nos use cases qui ont de la valeur. Sur les clients, c'est évidemment ce qu'on fait beaucoup avec nos applications. J'ai parlé de la géolocalisation. Quelle est la data qu'on peut capter pour amener un vrai service au client, qui lui amène une vraie valeur ajoutée dans sa réservation, dans son parcours. Pour répondre peut-être de manière un peu plus concrète, on a fait une chose récemment. On a décidé, alors je ne vais pas faire de la pub pour des grands éditeurs, des éditeurs américains, mais on a déployé la Power Platform de Microsoft, et on l'a déployé vraiment à l'échelle chez nous. Et en fait, on a beaucoup de collaborateurs aujourd'hui qui, avec ces plateformes low-code, créent plein de petites applications qui leur permettent de traiter à leur niveau des problématiques qu'ils avaient, de faire des cartographies, de sortir un certain nombre de data. Donc soit pour améliorer effectivement des sujets industriels à la maille d'un technicentre à tel endroit, soit pour des sujets RH par exemple, parce que je vous ai dit sur les métiers du numérique, il nous fallait une cartographie de quelles étaient les compétences en Occitanie, lesquelles nous manquaient, quels agents peuvent être en reconversion vers le numérique. Et donc en fait, on a déployé vraiment cette plateforme à l'échelle avec beaucoup de communication. Avec beaucoup de présentations sur l'ensemble de notre groupe. Et aujourd'hui, on a énormément de collaborateurs qui utilisent la Power Platform pour créer, du coup, vraiment au niveau local, couvrir leurs besoins. Et ça, c'est un des exemples, parce que derrière, c'est que de la data, c'est comment j'utilise des data. Et ça, aujourd'hui, à la SNCF, on a un vrai... on pense qu'on a passé un vrai cran parce que beaucoup de collaborateurs se sont saisis eux-mêmes de ce qu'ils pouvaient faire avec de la data grâce à cette Power Platform. J'avais une question également. Hier, c'était la journée dédiée à la cybersécurité au sein de la mêlée numérique et vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'est une priorité pour vous? Non, c'est évidemment une priorité. J'en ai pas parlé là dans la grande transformation, mais la cybersécurité, comme toutes les entreprises petites ou grandes, est évidemment absolument essentielle. On a énormément d'investissements là-dessus. Quand je vous parlais de confiance, on a cette responsabilité de protéger évidemment nos infrastructures. Et aujourd'hui, on a énormément évidemment d'investissements sur la cybersécurité qu'on voit comme un socle. Dans le ferroviaire, la sécurité est un socle, c'est-à-dire avant tout, vous devez être en sécurité parfaite quand vous prenez le train. De la même façon, dans le numérique, c'est notre socle. La cybersécurité by design est essentielle. Oui, bonjour. Je vous remercie de votre intervention. Est-ce que vous avez évalué le coût financier du bouleversement climatique sur vos infrastructures ferroviaires et réseaux? C'est un sujet effectivement extrêmement compliqué et qui aujourd'hui fait l'objet de travaux. On doit effectivement étudier quel va être l'impact, notamment, vous l'avez dit, sur nos infrastructures. Il peut y avoir des impacts assez importants sur le réseau, et la data sera une des données, de modéliser, par exemple, ce qui se passe. Vous savez, quand il fait trop chaud, malheureusement, il faut qu'on réduise la vitesse des TGV parce que ça impacte les rails. Donc, quand vous dépassez, par exemple, 42-45 degrés, il faut réduire la vitesse. Donc oui, ça, j'ai pas la réponse à vous donner là aujourd'hui, mais évidemment, c'est des travaux qu'on a enclenchés pour avoir des projections et voir comment on devra faire évoluer notre réseau, nos maintenances, nos matériels.
Peut-être, merci pour votre présentation. Peut-être une dernière question, sinon encore dans le temps. Vous avez parlé de grands éditeurs américains qui effectivement offrent des solutions performantes. Est-ce que la question de la souveraineté numérique est aussi prise en compte et de quelle façon à la SNCF? Bien sûr qu'elle est prise en compte. En plus, voilà, vous savez qu'évidemment, SNCF, on est une entité voilà, qui dépend évidemment de l'État français aussi. On doit utiliser des solutions qui sont parmi les plus performantes du marché, et un certain nombre d'éditeurs américains nous proposent des solutions qui nous permettent d'atteindre des bons niveaux de service et de performance. Mais on fait attention à cette souveraineté. Quand je vous ai parlé de confiance dans la data, on réfléchit aussi demain à où mettre nos data, comment l'utiliser. On travaille avec plein d'acteurs. J'ai cité Airbus tout à l'heure, mais il y a pas mal d'initiatives européennes pour créer de la souveraineté, effectivement. Et évidemment, c'est aussi un sujet qu'on regarde et sur lequel on souhaite collaborer et on souhaite faire avancer, parce qu'avec la masse et la taille critique que l'on a, on peut évidemment pousser dans cette direction. Bien, on peut l'applaudir. Merci. Voilà, eh bien, merci à Julien Nicolas pour cette magnifique introduction à ce Data Day. Et on peut nous aussi témoigner à la mêlée du travail qui est fait au quotidien sur le terrain avec les équipes du 574 et témoigner que la SNCF est bien au plus proche des territoires sur ces actions. Et bien, si nous sommes prêts en régie, c'est super.